Je suis docteur en droit, mais ma thèse était en fait plus une thèse en criminaux qu'en droit, parce qu'à Saint-Louis, on ne fait pas trop attention à ces questions de discipline. J'ai fait un 2A en sociologie, un master en théorie du droit, et pour l'instant, je dirige le département de criminologie de l'Institut national de criminalistique et de criminologie, donc qui est un établissement scientifique de l'État fédéral qui dépend du ministère de la Justice et qui mène des recherches en criminaux. Et alors, je suis aussi prof invité à Saint-Louis et directeur de la revue, enfin co-directeur de la revue Nouvelle. Euh, je vais essayer de tracer en gros les contours du projet et de la proposition, tout en sachant qu'on ne l'épuisera pas en une heure, bien entendu. Mais ce n'est pas le but, après on pourra discuter. Alors c'est en fait un projet un peu bizarre pour moi aussi au départ, parce que j'ai fait ma thèse de droit sur la médiation pénale et sur les rapports d'autorité et de pouvoir dans le cadre de la médiation pénale. Donc en gros, j'ai été observer des entretiens de médiation et j'ai essayé de voir comment les parties et l'assistant de justice qui guide cette médiation interagissaient et dans quelle mesure on pouvait considérer qu'ils développaient des stratégies recourant à l'autorité et au pouvoir. Donc en gros, rien qui ne m'amène vers la mobilité. Il se fait juste qu'un jour, j'avais comme voisin de bureau Bertrand Montuilet, qui était sociologue des mobilités, et qu'en discutant de nos thèses respectives, on s'est rendu compte qu'on avait en fait beaucoup de choses à se dire sans avoir du tout travaillé sur les mêmes choses. Donc c'était un peu particulier et en discutant, et moi notamment en lui faisant part du fait que j'étais un peu, à la fin de ma thèse, arrivé à une conclusion. J'étais déjà fort content d'avoir une conclusion à ma thèse, mais que j'avais l'impression de ne pas avoir été assez loin, c'est-à-dire que j'avais un problème, j'aurais aimé monter davantage en généralité, et notamment mieux comprendre pourquoi la médiation pénale, à un moment donné, alors qu'elle est très étrangère aux logiques habituelles de justice pénale, pourquoi la médiation pénale, à un moment donné, avait pu apparaître comme quelque chose d'intéressant, de tentant, de positif, etc. Et en discutant, Bertrand avait fait sa thèse sur les représentations de l'espace-temps par une série de personnes qui l'interviewaient sur leur déplacement et auxquels il demandait de produire des représentations de l'espace dans lequel il vivait. Il avait établi une typologie, il s'était beaucoup intéressé évidemment à la mobilité. On s'est rendu compte qu'on avait un peu l'impression de parler de la même chose, mais sur des terrains extrêmement différents. Et donc, on a décidé de creuser ça et de travailler ensemble, un peu sur le côté, comme ça, pour s'amuser. Euh, alors, peut-être tracer le contexte général dans lequel on intervient, parce qu'en fait, une des difficultés de ce travail ici, c'est que ça parle à beaucoup de secteurs, et que dans chaque secteur, on dit, tiens, tu as lu un tel qui dit un truc super intéressant sur la famille, ou sur le travail, ou sur l'aide sociale, etc. Et la plupart du temps, je ne l'ai pas lu, parce qu'en fait, c'est hyper vaste, et que nous, on est rentré par un angle particulier, et que comme on a essayé de faire quelque chose de relativement général, eh bien forcément, après, on rencontre beaucoup d'autres domaines dans lesquels il y a des résonances, mais qui ont leur propre background de publication et d'auteurs cardinaux, etc. Donc ici, l'angle d'entrée, c'est surtout l'angle des études de mobilité qui sont essentiellement des études de géographie, de logistique, des études qui portent sur les transports, sur la transition écologique, etc. Avec une hypothèse forte, donc c'est un domaine qui est en fort développement depuis une vingtaine d'années, et avec une hypothèse forte qui est celle du mobility turn, qui a été théorisé par Scheller et Urey, et qui en fait fait l'hypothèse d'un changement radical de relation à la mobilité. La mobilité toujours entendue comme un déplacement en fait essentiellement. Euh, Par rapport à ça, il y a, on va dire, sur le côté, un ensemble de travaux qui, moi, m'ont beaucoup parlé et qui ont pas mal interagi aussi avec les travaux de Bertrand Montuilet. Pour en citer que quelques-uns, les travaux sur la modernité liquide de Bauman, les travaux sur l'accélération de Hartmut Rosa, les travaux sur l'épuisement d'Alain Ehrenberg, surtout le Alain Ehrenberg de la fatigue d'être soi, et évidemment les travaux sur la cité par projet de Boltanski et Capello après le livre de Boltanski et Thévenot sur les économies de la grandeur. Donc ça, c'est aussi un contexte qui nous parlait beaucoup. Et on a décidé de s'attaquer à quelque chose essentiellement au discours, et en fait au développement de discours sociaux qui valorisent la mobilité, l'impermanence, la flexibilité, la prise de risque, le changement, etc.
Pour prendre un exemple, en partant du domaine dans lequel moi j'étais actif, à savoir la médiation pénale, on est face à quelque chose là qui est un discours qui dit finalement à quoi bon fixer une fois pour toutes une règle pénale et l'appliquer systématiquement, à quoi bon figer les parties dans des positions d'auteur et de victime, à quoi bon chercher les éléments constitutifs de l'infraction, condamner à une peine dont on va poursuivre ensuite l'exécution de manière extérieure, etc. Mettons en place quelque chose qui va être de l'ordre de l'échange communicationnel avec souplesse, en permettant aux parties à la fois de s'entendre sur les modalités du processus qui va mener à la résolution du conflit, ou qui devrait mener à la résolution du conflit, et en leur proposant aussi de déterminer les règles qui vont permettre d'attribuer des valeurs aux comportements qui ont eu lieu, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi c'était pas bien, qu'est-ce qui pose problème, etc. Et aussi les règles qui vont déterminer l'équivalence entre la réparation et le dommage causé. Quelle est la solution du problème? Pour vous donner un exemple, une médiatrice m'a cité le cas d'un jeune gars qui avait cassé une vitre de voiture pour voler une autoradio, qui se retrouve en médiation avec la victime de son larcin, et finalement ils conviennent qu'il va lui faire des CD avec la musique qu'il écoute, parce qu'elle, ça l'intéresse de savoir ce qu'il écoute comme musique. Et ils considèrent tous les deux ça comme une réparation juste du dommage qui a été causé, parce que la dame depuis a racheté une autoradio, et finalement elle s'en fout d'en avoir deux, et maintenant que l'argent est dépensé, à quoi bon? En gros. Donc là, on est complètement sorti des schémas habituels, et donc partant de là, et en fait discutant sur toute une série de discours, on se rend compte que ces appels à la flexibilité, mais aussi ces valorisations de l'instabilité, ces valorisations de la prise de risque, sont finalement très courants. Et on se dit, il y a quelque chose à creuser, et on fait le pari, en gros, hein, qu'on pourrait explorer la voie de la mobilité comme analyseur d'un large ensemble de normes et de discours sociaux. Des discours sur la famille, des discours sur le travail, des discours sur l'enseignement, des discours sur le rapport au genre, par exemple, etc., etc. Évidemment, sur le rapport à la justice, sur l'économie, etc. Alors, l'idée, c'est d'ancrer cette réflexion sur la mobilité dans le cadre des rapports à l'espace-temps. L'idée, c'est de faire fond sur les travaux de Bertrand, qui, justement, essayait de ne pas considérer la mobilité simplement comme un déplacement et puis voilà, mais comme un déplacement qui a un sens particulier dans une façon spécifique de se représenter l'espace-temps. Donc forcément, c'est une approche qui part de l'idée que les catégories d'espace, de temps et de mobilité sont des constructions sociales, et qui fait le pari d'une approche diachronique. L'idée, c'est de se dire, on va essayer de voir dans quelle mesure l'émergence de ces nouveaux discours et de ces nouvelles normativités liées à ce qu'on pressent comme étant liées à des questions de mobilité, on va faire l'hypothèse que c'est une émergence relativement récente, et que donc si on veut la comprendre, on doit caractériser en gros un idéal type antérieur et puis un idéal type actuel qui serait en train d'émerger. Donc une approche diachronique. Et l'objectif, au départ, c'est clair, c'est essayer de mettre au point une grammaire de base qui permette après de faire un travail empirique dont je vous parlerai peut-être parce que je travaille sur la prison dans le cadre d'une thèse en sociaux. Alors donc au commencement était l'espace-temps. Donc c'est quoi la mobilité? On part de la définition la plus simple qu'on puisse trouver, à savoir une modification de la localisation dans l'espace au cours du temps. Voilà. L'idée, c'est que forcément, si notre hypothèse est exacte, que le rapport, les représentations sociales de la mobilité évoluent, il serait assez logique qu'elles soient liées à une évolution des représentations sociales de l'espace et du temps. Étant entendu que, et ça c'est les travaux de nouveau de Bertrand, les travaux antérieurs, les représentations de l'espace et du temps sont interdépendantes. C'est-à-dire que on ne conçoit pas, on ne peut pas concevoir, à notre sens, une représentation de l'espace qui fasse l'économie d'une représentation du temps et inversement. Je reviendrai dessus, hein. C'est juste les prémices. L'idée, évidemment, c'est que, forcément, comme ce sont des représentations sociales, elles évoluent au cours du temps, et qu'on peut les caractériser sous la forme de morphologie spatio-temporelle, avec ici une réflexion qu'on a menée pour essayer de généraliser cette question-là. L'idée, c'est que l'espace n'est pas une dimension matérielle. C'est-à-dire que l'idée, c'est que ce qu'on peut appeler une mobilité sociale, par exemple, ou des espaces sociaux, des questions de proximité relationnelle, etc., tout ça, ce sont des espaces
exactement de la même manière que l'espace matériel est un espace. C'est-à-dire, l'idée de base, c'est qu'un espace, c'est le processus d'une construction sociale qui est un processus de spatialisation. C'est-à-dire, en fait, utiliser des catégories telles que l'accessibilité, la proximité, l'éloignement, etc., pour ordonner, quelque part, une situation, qu'elle soit une situation physique, dans un environnement physique, ou qu'elle soit une situation dans un environnement social, familial, intellectuel, etc. L'idée, c'est que les catégories qui nous permettent de penser ces questions de proximité, de distance, de déplacement, etc., sont des catégories qui nous sont, si pas naturelles, puisqu'elles sont socialement construites, en tout cas qui sont des catégories que nous avons intégrées extrêmement tôt et que nous utilisons abondamment dans notre appréhension du monde d'une manière générale, et sans nous dire « Ah non, je ne peux pas dire que je suis proche de lui parce qu'en fait, il habite à 50 km de moi et que proche, je l'entendais au sens de proche, par exemple, du point de vue affectif. » L'idée n'est pas que c'est une métaphore. L'idée, c'est que ce n'est pas utiliser métaphoriquement les catégories de l'espace. L'idée, c'est que c'est vraiment vivre le rapport, notamment au social, au travers d'une spatialisation en tant que telle. Donc les espaces sociaux sont des espaces autant que les espaces matériels. Alors, sur quoi est-ce qu'on articule ça? Eh bien, sur, en gros, deux morphologies spatio-temporelles distinctes. Une qui représenterait, en gros, la morphologie caractéristique de la modernité industrielle, qui culmine entre la fin du 19e et la première moitié du 20e siècle, et qui est donc, je le rappelle, une représentation sociale de l'espace-temps et qui se fonde sur la centralité de la figure de la frontière. Ça semble tout à fait naturel, et c'est vrai que quand on cherche à décrire un espace, très souvent, ce qui nous vient à l'esprit, c'est l'idée de la frontière. En gros, il suffit de s'imaginer comment l'Europe des États-nations a été pensée pour avoir une représentation assez précise de ça. C'est-à-dire, c'est quoi finalement, comment est-ce qu'on structure l'espace, comment est-ce qu'on lui donne du sens, pour qu'il ne reste pas une étendue sans donner prise à l'action. Eh bien, en fait, on trace des frontières. On trace des frontières entre des espaces contigus et puis on subdivise les espaces. C'est quelque chose qui est évidemment très présent au niveau de la géographie politique. On voit bien que le 19e siècle est un siècle d'établissement de frontières, de tracés de frontières. D'ailleurs, en Europe, mais aussi l'Europe exporte, par exemple, vers les pays colonisés, sa conception du territoire et y trace des frontières, avec les résultats qu'on connaît et dont on vit toujours les conséquences aujourd'hui. Évidemment, l'État moderne s'organise, se divise en provinces, en départements, en communes, etc. Si on y prête attention, on se rend compte que c'est un mode d'organisation de l'espace qui ne se limite pas, par exemple, dans le cadre de l'État-nation, à son territoire. Par exemple, l'État-nation considère son droit exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'il va d'abord, évidemment, créer des aires dans lesquelles certains droits sont applicables. Par exemple, chaque province crée son propre droit et donc il y a des variations. Il y a le droit belge et puis il y a les normes provinciales et puis il y a les normes communales. Maintenant, on peut en ajouter d'autres, mais on ne va pas en parler parce que le rapport à l'espace et au territoire est quand même assez différent, notamment pour les communautés, soit. Mais aussi, si on regarde la façon dont, à l'intérieur, le droit conceptuellement est organisé, il est aussi divisé en différents domaines, le droit civil, le droit public, dans le droit public une série, enfin le droit privé et le droit public, dans le droit public une série de subdivisions, etc. De la même manière, ces institutions sont pensées comme ayant quelque part des territoires de compétences et l'État moderne se dote de systèmes qui lui permettent de réguler cette hiérarchie juridique. Donc en gros, sont à l'œuvre les mêmes processus de représentation, à notre sens, entre l'organisation d'un territoire physique et l'organisation des compétences juridiques de l'État. On peut prendre d'autres exemples, comme par exemple l'organisation de l'humanité en races, par exemple, où on a cherché à délimiter des races et à les organiser hiérarchiquement, ou la subdivision de l'humanité en sexes,
où on a un énorme travail qui consiste à imposer une division claire entre hommes et femmes, et puis à lier ça avec toute une série de territoires, qui sont à la fois des territoires physiques, le domestique pour la femme, l'extérieur pour l'homme, etc., mais aussi des territoires en termes de domaines d'activité admis et de domaines d'activité non admis, de registres de langage, de types d'habillement, de types de comportement, etc. L'idée de ça, c'est que, en fait, la frontière est quelque chose qui n'a pas d'épaisseur, c'est-à-dire que, par exemple, entre les hommes et les femmes, il n'y a rien. Il y a d'un côté les hommes qui sont tous hommes, homogénéité interne, et à l'extérieur, tout ce qui n'est pas homme, c'est-à-dire en gros tout ce qui est femme dans un système binaire comme celui-là. Donc on est face à un principe d'organisation relativement simple. Ce qui se passe, c'est que ce principe d'organisation, il requiert un temps particulier, parce que le tracé d'une frontière implique une durée dans le temps. On ne peut pas imaginer une frontière qu'on renégocie tous les jours, et par exemple le droit de nouveau est un bon exemple pour ça. Quand on distingue le en la loi du hors la loi, c'est-à-dire donc quand on crée par une loi une différence entre le légal et l'illégal, de nouveau un système extrêmement binaire, le droit n'est fait que de, a priori, en tout cas le droit dans son acception classique, n'est fait que de cette vision binaire du monde. Donc quand on fixe cette frontière, on doit la fixer pour un temps. Quand on voit, je sais pas, par exemple, l'adoption du Code civil au début du 19e, on sait qu'il évoluera. Les gens ne sont pas fous non plus, hein, ils se rendent bien compte que les choses ont évolué. Mais on se situe dans le temps long. On hérite le Code de Justinien et on le lègue à l'humanité pour les siècles des siècles. Donc, en gros, la fixité de la frontière impose un temps qui garantit une stabilité. Pas une éternité, bien entendu. Et donc, on est dans une représentation du temps qui alterne les stases et les ruptures. Donc, des périodes de stabilité entrecoupées de changements brusques. La loi, par exemple, est un excellent exemple de ça, puisque la loi, elle prend fin par l'abrogation. Même si elle tombe en désuétude, elle reste théoriquement en vigueur, et il n'y a que l'abrogation qui fait qu'un jour, à une heure donnée, tout d'un coup, quelque chose qui était illégal devient légal, ou inversement. On peut dire la même chose, par exemple, des frontières entre États, où les frontières entre États n'évoluent pas avec les pratiques, elles évoluent avec les conquêtes et avec les traités. On peut prendre d'autres exemples, bien entendu, et si on veut bien y prêter attention, l'organisation, par exemple, des entreprises doit beaucoup à cette représentation-là. C'est-à-dire qu'on est dans un système pyramidal, hiérarchique, où on a des sphères de compétences extrêmement divisées. Par exemple, il n'y a pas de perméabilité ou quasiment aucune entre l'école bleue et l'école blanc. Et même quand on est dans l'administration, par exemple, il y a toute une échelle extrêmement complexe qui garantit que des frontières sont placées entre différents échelons. On franchit ces frontières en passant des examens ou à l'ancienneté, mais on ne peut pas un jour, on ne se réveille pas un jour chef de bureau. On était sous-chef de bureau, on passe l'examen et on devient chef de bureau, mais ça ne se fait pas n'importe comment. Ça veut dire aussi que là, ce sont des articulations brutales. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des carrières qui évoluent de manière progressive, on est dans des carrières extrêmement formalisées qui fonctionnent par bond. Alors on pourrait donner d'autres exemples, en procédure judiciaire, etc., etc. On est dans un système où on peut considérer que quelque part c'est l'espace qui dit le temps, c'est-à-dire que c'est la frontière qui quelque part, comme processus de construction sociale, requiert qu'on essaye de stabiliser les choses, même si on sait que quelque part le temps finira par gagner. En attendant, il faut retenir l'évolution jusqu'à l'admission d'un changement brutal. S'oppose à ça quelque chose que nous qualifions de forme flux, et donc qui n'est pas fondé sur la limite, mais qui est fondé sur, finalement, l'irruption, ou plutôt le retour d'une considération du temps comme un flux permanent qui érode tout. Si je suis dans un monde où le temps érode tout en permanence, fait tout évoluer de manière accélérée, c'est-à-dire on le voit plus quand l'évolution est rapide, et finalement l'évolution est constante, tout étant impermanent, il n'est plus possible de fixer une frontière. Donc, c'est quand on examine le rapport au temps dans lequel, par exemple, aujourd'hui se trouve le législateur aujourd'hui ne crée plus une loi pour l'éternité. Il crée des lois dans lesquelles il dit dans un an, telle commission évaluera la loi et elle sera réformée en fonction des conclusions de la commission et puis on reprendra un cycle d'évaluation. De la même manière que quand on entre dans une boîte, on ne se dévoue pas à cette boîte pour la vie, on n'intègre pas quelque chose qui va durer jusqu'à la pension et donc une durée de temps bien claire, on entre dans quelque chose qui est une étape d'un parcours assez global. Je parlais ce week-end avec une prof en management qui me disait que
On avait atteint aujourd'hui un seuil de création d'entreprises jamais atteint, 100 000 en un an, c'était ça l'idée? Je ne sais plus, enfin, en tout cas un seuil énorme, mais qu'il en disparaissait autant qu'il en apparaissait. Et qu'en fait, on était passé de l'idée de fonder une entreprise pour, si pas l'éternité, en tout cas de très longue durée, à l'idée de fonder une entreprise pour exploiter à un moment donné un marché, une idée, un produit, étant entendu qu'au bout du cycle de vie relativement bref, l'entreprise, quand elle avait pris de la valeur, était vendue à quelqu'un d'autre ou dissoute, et elle disparaissait non pas parce que c'est un problème qu'elle disparaît et que ça voulait dire que c'était un échec, mais parce qu'en fait c'était en soi inscrit dans ses gènes dès le départ. L'idée ici, si vous voulez, c'est l'idée d'impermanence, de l'instant présent comme une singularité, c'est-à-dire on n'est pas au milieu d'une ère, on est à l'instant actuel qui varie en permanence et dans lequel on trouve toujours à la fois le passé qui continue de s'exprimer et en même temps le futur qui s'annonce déjà. Pour prendre une autre image, les représentations sociales du temps sont assez bien marquées dans l'historiographie, bien entendu. Et si pendant des décennies, des historiens se sont échinés à fixer la date de chute de l'Empire romain, par exemple, aujourd'hui, tous les historiens vous diront que cette question n'a aucun sens, qu'il n'y a pas de date de chute de l'Empire romain, qu'il y a un processus de chute de l'Empire romain. Alors je ne sais pas ce qu'il en est, entre guillemets, je ne suis même pas certain que ceux qui cherchaient la date de chute de l'Empire romain croyaient vraiment qu'il existait un jour où les gens s'étaient réveillés en disant « j'ai entendu un grand boom, ça doit être l'Empire romain qui est tombé ». Je ne pense pas que ce soit ça. Je pense que ce sont des manières de construire un rapport à l'histoire et de chercher des articulations qui lui donnent une lisibilité. Donc on est beaucoup plus dans l'idée d'une construction sociale et d'une articulation du temps pour le rendre intelligible que dans l'idée, je suppose, qu'un beau matin, l'Empire romain était tombé. D'ailleurs, si ça avait été si évident, je suppose qu'il ne se serait pas disputé pendant des années. Et donc, c'est l'idée de passer d'une histoire qui se fonde sur les grandes dates, sur les grandes inventions, sur les grandes batailles, etc., à une histoire qui se fonde sur les processus et sur les évolutions, sur les permanences, en tout cas sur les échos de l'histoire dans les époques ultérieures, et sur, finalement, la genèse d'un futur par le passé en permanence. Donc ce continuum, il empêche de construire la frontière. On ne peut pas faire une frontière claire dans ce cadre conceptuel, dans ce cadre représentationnel-là. D'où la question de savoir comment on peut structurer un espace quand on n'a plus de frontières. En passant, je pense que l'évanescence d'une série de frontières traditionnelle crée aujourd'hui des phénomènes qui relèvent de sortes de panique morale et qui appellent des crispations sur toute une série de frontières symboliques. On a vu, par exemple, la question des migrations revenir comme un boomerang après des années où le monde était un village et où finalement tout le monde irait partout. Tout d'un coup, on s'est dit non, on veut un mur, on veut une forteresse, etc. On a vu par exemple en France, à l'occasion de l'adoption de la loi sur le mariage entre personnes de même sexe, la question de la frontière entre hommes et femmes ressurgir de manière, on pourrait dire même absurde, en tout cas hyper exacerbée, comme une sorte de réaction par rapport à une érosion, on va dire. Alors, comment structurer un espace sans frontières? Ce n'est pas très compliqué finalement, l'idée, c'est la figure du réseau. C'est-à-dire plutôt que d'être dans un espace où on est à l'intérieur ou à l'extérieur d'une frontière, on est dans un espace dans lequel on a une accessibilité préférentielle à un ensemble de nœuds. Un réseau, c'est quoi? C'est un ensemble de potentialités de connexion qui ne sont pas toutes actualisées, qui pour certaines ne s'actualiseront peut-être jamais ou que très rarement, mais qui se définissent par leur facilité et leur robustesse. Donc c'est un monde dans lequel les questions de proximité et de distance ne sont pas analysées par des questions d'inclusion et d'exclusion dans des espaces prédéfinis, mais où finalement c'est la variation des relations potentielles avec un ensemble d'éléments qui permettent de nous situer dans une spatialité. Alors on est évidemment dans un système qui est très différent puisque les positions de l'ensemble des points d'un réseau varient en permanence. Si ces positions sont définies par les potentialités de liaison, ces potentialités, elles varient constamment, puisque même si je reste immobile dans un espace de frontière, je peux rester à l'intérieur de ma frontière. Je n'en bouge pas. Ces frontières, elles sont définies
de manière préexistante et je m'y situe ou pas. Par exemple, si je ne souhaite pas de promotion dans mon boulot, je peux très bien faire le même boulot toute ma vie. Mais dans un système réticulaire où l'ensemble des points renégocie en permanence ces relations en établissant ou pas des relations avec d'autres points, si je reste sur place, eh bien je bouge quand même. Puisque ma situation ne dépend pas d'un préquadrillage de l'espace, mais dépend plutôt d'une relation active à un environnement. Donc, on le voit déjà ici, dans un environnement dans lequel le rapport à la question de la mobilité est extrêmement différent. Ici, on pourrait dire qu'on est dans une situation où le temps dit l'espace. Alors, venons-en à la mobilité pour caractériser finalement deux mobilités par rapport à ces deux morphologies spatio-temporelles. Alors, qu'est-ce qu'on a essayé de faire ici, en fait? On a essayé de sortir de l'idée qu'on bouge plus qu'avant, et de sortir de l'idée qu'on a inventé la mobilité. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on entend très souvent, qui est de dire « Ah oui, avant on était dans des sociétés immobiles, et aujourd'hui on est dans des sociétés mobiles. » Or, si on prête un peu attention au discours sur la société à la fin du 19e siècle et toute la première moitié du 20e siècle, on a un discours sur la machine, sur la vitesse, sur le déplacement qui est extrêmement présent. Il suffit par exemple de voir la fascination des modernistes italiens pour la vitesse, pour l'autorité aussi, la guerre, etc. Mais la guerre entendue au sens de rapidité, de capacité à se projeter ailleurs, etc. Il suffit de voir, par exemple, je ne sais pas, le concours du ruban bleu, donc c'est ce concours de vitesse de traversée de l'Atlantique qui fait qu'en quelques décennies, on passe d'une traversée de presque un mois à une traversée en 5 jours. Il suffit de voir ce qu'a été dans l'imaginaire l'invention du chemin de fer, puis l'invention de la voiture, puis l'invention de l'avion, pour se rendre compte que la mobilité fascine l'époque industrielle moderne. C'est tout à fait clair. Donc, on a essayé de sortir de cette idée qu'aujourd'hui, la mobilité est importante, alors qu'avant, tout le monde s'en foutait. Ce n'est pas du tout le cas, je pense, bien au contraire. La question est plus de savoir si ce qu'est être mobile n'a pas changé. C'est-à-dire, si on ne prêtait pas avant attention à une mobilité, qui n'est plus aujourd'hui ce que nous définissons comme mobilité. Alors, juste une dernière remarque sur le terme. Le terme mobilité est un terme relativement récent. Je ne m'attache pas ici à une question étymologique, etc. Mobilité est un terme finalement qui est commode et qui permet de désigner quelque chose que nous comprenons, mais il est clair qu'il y a un siècle, on aurait parlé de déplacement et pas de mobilité. Voilà. Alors, le terme de mobilité est sans doute récent, mais entendu comme un déplacement dans l'espace au cours du temps, il est aussi vieux que l'espèce humaine. Donc, on peut tourner cette page-là. Qu'est-ce que c'est être mobile dans la forme limite? Comment se représenter la mobilité? A priori, comme le franchissement d'une frontière. C'est-à-dire qu'a priori, dans un système qui structure l'espace via la frontière, via des jeux d'inclusion, on est d'abord inclus dans un espace, parce qu'on est toujours quelque part, on se situe toujours à un endroit, à moins d'être dans les limbes, à moins d'être sur une terra nullius, mais à part ces exceptions tout à fait particulières, on est toujours de quelque part. On est d'une nation, d'une langue, d'une classe sociale, on a une formation de départ, on a une position dans une entreprise, etc., etc. On part d'un ancrage, et ensuite on se déplace. C'est-à-dire que le déplacement, et surtout le déplacement légitime, c'est le déplacement qui relie un point A à un point B ou à un autre point A, comme aurait dit Manu Toro dans Faux Contact. Pardon, c'est une référence qui échappera peut-être aux plus jeunes d'entre nous. Donc, la mobilité à ce moment-là est un franchissement. C'est un franchissement d'une frontière et la mobilité est détectée au moment où une frontière est dépassée. Évidemment, ça implique de prêter attention à l'échelle. Si je regarde le village, la frontière, c'est déjà la porte de la maison. Et si je regarde à l'échelle du territoire, par exemple, la femme au foyer qui tous les jours sort pour conduire les enfants à l'école, revient et puis les emmène à diverses activités, etc., elle est immobile. Parce qu'elle reste dans sa ville, elle reste dans son environnement, et donc elle va être considérée comme immobile, même si finalement elle se déplace peut-être pendant de longues durées. Donc l'idée n'est pas ici de savoir si quelqu'un bouge ou bouge pas, ça, c'est une question qu'on pose à la physique. La question c'est, d'un point de vue sociologique, comment analyser l'attention portée à un déplacement. Or, le mouvement qui intéresse, le mouvement qui
qui est légitime, c'est le mouvement du passage d'un point A à un point B en franchissant des frontières, avec évidemment tout ce que ça implique, c'est-à-dire que les frontières, par définition, sont gardées, sont franchissables ou pas, par certaines personnes ou pas, à certaines conditions ou pas. On pourra évidemment rapprocher ça de la détestation très remarquable des sociétés de la modernité industrielle pour les nomades. Ce n'est pas un hasard si l'ouvrier en rupture de banc, le communiste portant l'international socialiste d'une usine à l'autre, si les nomades traditionnels, donc les gens du voyage comme on dit, ou si les juifs ont été désignés notamment dans leur comportement de mobilité problématique. Il faut voir l'effort à la fin du XIXe siècle des États-nations pour fixer les populations qui ont quitté les campagnes dans des cités ouvrières, à proximité des usines. Il faut voir le carnet ouvrier qui permet à l'ouvrier de se déplacer d'un endroit à l'autre, à condition qu'il fasse la preuve qu'il passe d'un charbonnage ou d'une aciérie à une autre. Il faut voir les contrôles instaurés vis-à-vis des gens du voyage, et il faut voir aussi, bien entendu, la stigmatisation des Juifs comme étant ce peuple cosmopolite qui n'appartient finalement à aucun espace, qui naît de partout et donc de nulle part, et donc potentiellement traître, en tout cas quelqu'un qui est en infraction avec un système dans lequel l'ancrage est premier et la mobilité est seconde. C'est dans ce cadre-là aussi, par exemple, qu'on peut lire, en tout cas que nous tentons de lire quelque chose comme le rejet, voire la persécution de l'homosexualité, comme étant finalement une contravention à cette division claire entre les sexes, et avec non seulement la division entre les sexes, mais avec évidemment tout ce que ça implique comme comportement imposé aux deux parties, c'est-à-dire des registres d'action qui sont considérés comme admissibles. Finalement, qu'est-ce que c'est l'homosexuel? C'est soit un monstre, un malade qu'il faut réformer ou soigner, voilà, c'est l'option A, soit c'est un rebelle, quelqu'un qui cherche à porter atteinte aux fondements de la société, puisque cette frontière est une des frontières constitutives qui nous permettent de lire le social. Et donc, à ce moment-là, c'est la porte ouverte à la pénalisation de l'homosexualité et à sa répression. Voilà, ce sont des propositions, on pourrait évidemment discuter de chacune d'entre elles, et nous sommes évidemment loin d'être spécialistes de tous ces domaines, mais voilà, l'essai, c'est de transversaliser des réflexions. C'est donc une mobilité seconde, conditionnelle et planifiée. Qu'est-ce que la mobilité dans la forme flux? Eh bien, a priori, ça serait une mobilité dérive, c'est-à-dire une mobilité irrépressible et constante. Donc, plutôt que d'être avant tout inséré dans un espace et puis concevoir un déplacement, dans un système réticulaire, on est nécessairement, dès le départ, en mouvement. C'est-à-dire que la mobilité, elle est première, et elle est même irrépressible. On peut envisager de se maintenir immobile par rapport à certains nœuds, c'est-à-dire garder une position relativement fixe par rapport à un ensemble de points de référence, mais il est impossible, ou quasi impossible, de rester immobile à la fois par rapport à tous les points de référence, puisque chacun bouge par rapport aux autres. Et donc, forcément, d'une manière ou d'une autre, la mobilité va s'en trouver nécessairement, enfin, une mobilité va nécessairement se développer. Alors, si on regarde par exemple comment on peut structurer l'espace de cette manière-là, il suffit de prêter attention à ces cartes qui sont apparues et qui représentent l'espace non plus en fonction des distances, mais en fonction des temps de parcours. Et on voit bien que par exemple, on va avoir la ville de Luxembourg va être beaucoup plus loin de Bruxelles que la ville de Paris, parce qu'il y a une liaison TGV. Il est évident que cette carte, elle peut varier en fonction des heures de la journée. Il est clair qu'un temps de parcours entre Lannes et le centre de Bruxelles n'est pas du tout le même à 11h du soir et à 8h30 du matin. Et donc, on voit bien ici que dans ce contexte-là, cette mobilité est une mobilité constante qui, notamment, procède du fait qu'on s'éloigne et on se rapproche en permanence d'un ensemble de nœuds, c'est-à-dire qu'en fait, ces nœuds sont plus ou moins accessibles en fonction du temps, en fonction aussi des modes de déplacement, etc. Donc on n'est plus dans l'idée qu'on va franchir des frontières et que toutes ces mobilités sont des mobilités standards, c'est-à-dire finalement c'est aller d'un point A, Lannes, à un point B, le centre de Bruxelles, mais on est dans autre chose, une autre façon de voir la mobilité. Cette mobilité qu'on a appelée mobilité dérive, pour mettre l'accent justement sur le fait que finalement,
On est dans l'idée de surfer sur la vague, de dériver et finalement d'essayer de tirer parti de ces courants qui nous emmènent, plutôt qu'en train de fendre les flots pour aller d'un port à un autre. Elle peut être doublée de l'idée d'une mobilité kinétique, c'est-à-dire l'idée que puisqu'on est dans un monde qui bouge, il faut soi-même bouger, et que donc il faut ajouter de la mobilité, la sienne propre, à la mobilité de l'ensemble de l'environnement. Et donc on voit bien ici aussi toute une thématique qui est extrêmement courante aujourd'hui, qui est la thématique du largage. Il faut absolument bouger pour ne pas être largué, pour ne pas être distancé, pour tenir face à la concurrence, à la nouveauté, etc., etc. Cette mobilité donc première constante est erratique, ou en tout cas sans but. Parce que quand on se déplace, nul ne sait où on arrive. Si je reprends l'exemple de la carrière professionnelle, quand j'intègre une administration, par exemple, dans les années 50, j'intègre donc, je deviens statutaire nécessairement à l'époque, et je connais déjà ma carrière, c'est-à-dire que je sais quelles seront les étapes que je pourrais franchir, et je sais en tout cas où me mène mon trajet. Je ne sais peut-être pas exactement à quel échelon je m'arrêterai, mais j'ai déjà une direction. Si on prend par exemple les juridictions, on devient chef de corps à l'ancienneté. Donc qu'est-ce qu'on doit faire pour devenir chef de corps quand on est procureur du roi? Attendre que les autres meurent ou partent à la pension. Mais on sait où on se rend. Tandis que dans ce contexte-ci, évidemment, quand je rentre dans une entreprise, je ne rentre plus dans une carrière planifiée. Je suis dans un processus, dans ce qu'on appelle de plus en plus une trajectoire, un parcours, c'est-à-dire quelque chose qui est lancé dans l'espace et dont Dieu seul sait où elle va mener. Si lui-même le sait, évidemment, parce qu'il n'est pas exclu que Dieu soit mobilitaire. Alors, partant donc de ces... j'aurais pu faire la présentation à l'envers, hein, c'est-à-dire partir des injonctions et dire mais d'où est-ce que ça vient et remonter. Donc tout ceci apparaît comme... enfin, ce n'est pas à vous de l'apprendre, hein. On présente un truc comme étant extrêmement cohérent, mais évidemment c'est un ensemble de boucles, avec beaucoup de boucles. Partant en fait finalement de cette idée d'une évolution des représentations de l'espace-temps et des représentations correspondantes de la mobilité, on en arrive à la question de la norme. Je pense qu'ici, je ne dois pas le démontrer, quand on a une vision particulière du monde, quand une société développe une représentation particulière du monde, forcément, comme elle développe des normes, elle va développer des normes qui seront en correspondance, au moins partiellement, à cette façon de voir le monde. Alors, avant de rentrer plus avant là-dedans, je voudrais quand même préciser une chose. J'ai présenté deux idéotypes de rapport à l'espace-temps et de mobilité. Loin de moi l'idée de dire que l'un a ratiboisé l'autre, que ce sont les seuls en lice, qu'on ne peut pas en imaginer d'autres, etc. On est bien entendu ici face à une schématisation avec comme objectif d'essayer de penser des oppositions et des tensions. Donc c'est évidemment une délimitation de ce genre d'exercice, mais on ne voyait pas très bien comment la contourner. Revenons à cette question de normativité. La question qu'on se pose par rapport à ça, nous, c'est si les représentations de la mobilité ont changé, vraisemblablement les façons de normer la mobilité ont changé. C'est-à-dire les valeurs qui lui sont attribuées, les façons dont on va encourager ou décourager les mobilités ou certaines formes de mobilité vont évoluer. Donc, l'idée, c'est essayer de s'interroger sur la variabilité de l'ancrage à la dérive et ce que ça implique en termes normatifs. Alors, l'idéal mobilitaire. Dans une société qu'on voit comme en mouvement permanent nécessairement, je rappelle, mouvement matériel ou non, la mobilité est inévitable. Elle n'est pas seulement inévitable au sens où elle n'est pas vécue simplement comme une fatalité. Oh mon Dieu, quel dommage que nous soyons tous mobiles, bon ben voilà, à demain. Forcément, dans ce contexte-là, la mobilité va prendre un sens particulier et nous pensons qu'elle est devenue obligatoire, au moins dans les discours. De nouveau, loin de moi l'idée que ces discours se traduisent tels quels dans la réalité. Nous avons autour de ça formalisé 4 impératifs, on n'en a pas trouvé de 5e. Si vous avez une suggestion, je suis preneur, mais là pour l'instant, ça semble s'être arrêté là. Le premier impératif, c'est l'impératif d'activité. De quoi s'agit-il? Il s'agit de discours qui nous enjoignent d'être actifs en permanence et en tout domaine. C'est-à-dire qu'on n'est plus à l'époque où il y a des temps de la journée qui sont consacrés à l'activité et des temps de la journée qui sont consacrés au repos.
on est dans un environnement dans lequel, finalement, le discours nous enjoint de ne jamais arrêter. C'est-à-dire qu'on doit être actif, évidemment, au boulot, et il faut justifier d'une productivité constante, hein, avec toute une série d'outils de monitoring qui visent à vérifier que la charge de travail est bien constante, mais aussi quand on rentre chez soi, c'est pas pour s'affaler dans le canapé, on doit avoir des projets dans ses loisirs, se consacrer à sa famille, faire du sport, apprendre une langue, ne jamais oublier de se former tout au long de sa vie parce qu'on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve, etc. C'est non seulement la même chose dans une journée, mais c'est aussi la même chose à l'échelle de la vie, c'est-à-dire que, par exemple, la vieillesse n'est plus la garantie qu'on vous foutra la paix. Longtemps, la vieillesse, ça a été, enfin, pour ceux qui avaient la chance d'y arriver, hein, à la vieillesse, c'était finalement accéder à la retraite, c'est le moment où on vous disait achète-toi une canne à pêche, fais ce que tu veux, mais on ne te demande plus rien. Aujourd'hui, si vous regardez quelles sont les images qui sont données de la vieillesse, il n'existe plus de vieux, ce sont des seniors, et ce sont plus précisément des seniors actifs. Ces seniors actifs sont donc des gens qui font plein de projets, et qui, quand ils sont à la retraite, se disent « chouette, je vais pouvoir en faire plus ». Alors, si vous discutez avec vos collègues qui arrivent à la pension, vous vous dites « vivement la pension, que je me repose », discutez avec eux, vous verrez, ils sont encore plus pris qu'avant. Parce qu'on leur demande de s'investir. C'est pas parce qu'on a 65 ans qu'on n'apprend plus, c'est pas parce qu'on a 65 ans qu'on ne voyage plus, qu'on ne fait pas des projets familiaux, voire des projets affectifs, puisque bien entendu, on est censé être sexuellement et affectivement actif toute notre vie, etc., etc. Cette injonction est une injonction qui commence d'ailleurs à l'enfance. Regardez l'agenda de vos enfants, regardez l'agenda que vous aviez dans les années 70 ou 80, voilà, il n'y a pas de comparaison. Il nous semble que ceci est lié à une injonction qui est celle de n'avoir de cesse. Cette injonction est liée à des processus de contrôle, qui sont des processus de contrôle de monitoring, c'est-à-dire de suivi en permanence. On vient d'un monde dans lequel on contrôlait à intervalles réguliers, et nous sommes aujourd'hui dans un monde où nous sommes finalement producteurs d'indicateurs en permanence qui renseignent sur notre activité. Ces indicateurs vont d'indicateurs de productivité au boulot au monitoring des libérés conditionnels sous surveillance électronique, en passant par tous les instruments de monitoring des organisations. Parce que bien entendu, ces impératifs s'appliquent non seulement aux individus, mais également aux organisations. Et donc, vous, en tant qu'universitaire par exemple, vous êtes sommé régulièrement de faire état de votre débordement. Donc vous devez être débordé et vos rapports d'activité doivent en attester et évidemment vos centres de recherche doivent être débordés et les institutions doivent être débordées, etc., etc. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous lui dites rarement « moi je fais mon 9-5 et puis je suis tranquille, je rentre chez moi et je dors ». Vous lui dites « je suis débordé, c'est terrible, je suis au bord du burn-out mais c'est passionnant ». Voilà. Non seulement vous êtes actif en permanence mais en plus vous adorez ça. Évidemment, qui est stigmatisé dans ce jeu? Les inactifs, ou en tout cas les inactifs qui n'arrivent pas à passer inaperçus, et il n'est que de penser à la stigmatisation par exemple des allocataires sociaux, qui sont généralement dépeints non pas comme des personnes en détresse ou des personnes qui ne sont finalement malheureusement plus nécessaires dans le système, mais essentiellement comme des gens qui ne foutent rien de leur journée. C'est ça le scandale. Parce que qui ne trouvent pas de boulot, on sait bien qu'ils n'en trouveront pas. Mais par contre, qui reste à rien faire, ça c'est un scandale. Je ne sais pas si vous aviez vu passer cette magnifique petite page qui avait été éditée par le Pôle emploi français sur la journée idéale du demandeur d'emploi actif. Je l'ai fait analyser par mes étudiants, je la tiens à votre disposition si vous voulez, mais c'est fabuleux. Tout un poème sur « c'est pas parce que tu n'as rien à faire qu'il faut que tu ne foutes rien ». Activité, mais pas n'importe quelle activité. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on ne vous demande pas d'obéir à un canevas prédéterminé. On n'est pas à la chaîne. On n'est plus dans une usine fordiste où un ingénieur a calculé pour vous tous les mouvements que vous deviez faire. On n'est plus dans un système dans lequel le chef de bureau principal a dit « toi, tu transformeras toute ta journée des bordereaux roses non tamponnés en bordereaux roses tamponnés à condition que la 4e case ait été tamponnée dans une administration communale ». C'est pas ça qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande, c'est d'être en position de proposition. Vous devez être proactif. Vous devez être autonome dans votre activité. Et donc, on a ici tout le discours sur la responsabilisation. Cette responsabilisation, elle est infinie, quelque part. C'est-à-dire qu'on va demander, par exemple, au malade de prendre sa maladie en charge. On va demander, évidemment, aux demandeurs d'emploi de s'activer. Donc,
l'ONEM n'est plus un bureau de placement, hein. Avant c'était un bureau de placement, on attendait et le bureau de placement plaçait les gens, tandis que maintenant on dit mais quel est votre parcours, comment vous vous voyez, formez-vous, envoyez des CV, prenez des initiatives, évidemment devenez auto-entrepreneur. L'activation c'est donc une projection, c'est-à-dire se transformer en projet, faire un projet de tout. Le projet, évidemment, ici on parle de projet professionnel, mais c'est par exemple un projet affectif, un projet familial. La signification de l'intégration dans une famille a profondément changé. Il n'est plus question pour la femme de quitter son lignage pour entrer dans le lignage de son mari de manière définitive, prendre son nom et lui appartenir ad vitam aeternam. Il est question de faire un projet commun, donc finalement de proposer quelque chose à quelqu'un, de lui dire faisons un bout de chemin ensemble. C'est donc avoir un plan, mais sans planification, c'est-à-dire on n'est plus dans le plan quinquennal de l'URSS, mais par contre on fait des plans tout le temps. Par exemple, si la loi était en vigueur, en entrant en prison, on devrait faire un plan de détention. Ce n'est pas parce que vous êtes condamné à 10 ans qu'il faut croire que vous n'allez rien foutre. Effectivement, qu'est-ce que vous voulez faire de votre incarcération? Est-ce que vous voulez apprendre une langue, apprendre la comptabilité, contacter votre victime pour lui proposer une indemnisation, déjà chercher un reclassement quand vous sortirez, reprendre contact avec votre famille qui vous a tourné le dos, soigner un problème d'assuétude, soigner un problème psychiatrique, etc., etc. Et donc, cette logique-là, et ça c'est ce sur quoi je travaille pour l'instant, c'est finalement la justification de la prison au travers de cette logique-là. C'est évidemment une logique qui est extrêmement proche de la logique de la cité par projet de Boltanski et Capello. C'est donc une sorte de contrainte à l'autocontrainte, avec une stigmatisation des obéissants. Finalement, celui qui est problématique là-dedans, c'est celui qui attend l'ordre. C'est celui qui fait toujours ce qu'on lui dit, comme on lui dit. Pensons par exemple au passage des chaînes fordistes aux chaînes toyotistes, si vous voyez les modes d'organisation, pour voir comment on est passé d'un système dans lequel il y a une décomposition et une réglementation absolue de chaque mouvement, à un système dans lequel on attend des retours de la base et dans lesquels on travaille par équipe, aussi pour mettre davantage la pression sur les individus. Alors, si on doit être actif en permanence et qu'en plus on doit prendre des initiatives, ça ne veut pas dire que votre initiative, ça doit être par exemple de devenir stylite. Il n'est pas question de devenir Saint-Siméon, de vous mettre au sommet d'une colonne et de contempler le ciel en priant et en attendant que des fidèles s'amassent autour de vous. Votre projet, finalement, votre activité ne doit pas être une activité solitaire, c'est une activité participative. C'est-à-dire que ce qu'on vous demande, c'est non seulement de faire des projets et d'y embrigader les autres, mais aussi de répondre favorablement aux projets qu'on vous propose. C'est cette idée de participation qui rend sexy à peu près n'importe quelle proposition, la justice participative, la démocratie participative, le management participatif, la pédagogie participative, etc., etc. Si on participe, c'est que c'est bien. Dans les travaux préparateurs de la loi pénitentiaire belge, sur laquelle je travaille, on dit que la prison doit devenir un projet participatif. C'est-à-dire que, par exemple, la sécurité en prison, c'est la production de tous, en ce compris les détenus. Et que, par exemple, il faut réguler la cantine, donc l'endroit où ils peuvent acheter des produits qui viennent de l'extérieur à 2 fois le prix auquel ils sont au Colruyt. Cette cantine-là, par exemple, doit devenir un objet, finalement, une occasion de participation. Donc, on voit jusqu'où on en est. Quand on regarde la médiation pénale, il s'agit de faire participer les parties à la résolution de leurs problèmes, y compris l'auteur, et il s'agit aussi de demander, finalement, à l'auteur de participer à sa propre punition, ou en tout cas à sa propre contrainte à la mise en ordre de la situation qu'il a perturbée par l'infraction. Alors, on est évidemment dans un système qui vise à coordonner plutôt qu'à diriger, puisqu'on prétend se passer de hiérarchie. Donc ça, c'est une logique que connaît bien l'université depuis longtemps, mais qui est extrêmement prégnante maintenant dans les entreprises. C'est, au travers du management par projet, impliquer les gens en disant on est tous dans le même bateau. Et finalement, pourquoi s'opposer? Pourquoi faire comme si nous avions des intérêts divergents, puisque nous sommes tous membres du même projet? Qui est stigmatisé là-dedans? Ce sont ceux que Boltanski et Capello appellent les inemployables, ceux qui ont une employabilité basse, c'est-à-dire ceux dont personne ne veut, ceux qui s'isolent aussi. Ça n'est pas bien vu. Si vous devez être actif en permanence, que vous devez prendre des initiatives et que vous devez faire des projets, ah oui, n'oublions pas une chose, c'est qu'à partir du moment où on rentre dans une logique participative et de projet, se pose la question du rebond, puisqu'un projet a nécessairement une fin. Au mieux, c'est une fin quand on trouve qu'on en a assez,
c'est bon, ça ira comme ça, par exemple un projet familial, c'est bon, tu ne me plais plus, je vais voir ailleurs. Au pire, enfin, je ne sais pas si c'est le pire, mais la fin est déjà inscrite dès le départ et ce sont juste des cycles. Or, ces cycles, ils doivent être renouvelés, ils doivent être cumulés parallèlement et puis ils doivent être enchaînés les uns après les autres. Cette phrase qu'on dit dans les sociétés d'outplacement, un licenciement, c'est formidable. C'est l'occasion de faire de nouveaux projets. C'est l'occasion de rebondir. L'être mobilitaire est un être bondissant ou rebondissant. Ça dépend. Il bondit la première fois, puis après, il rebondit. Quand il cesse de rebondir, c'est qu'il est mort. Donc, ce cumul en parallèle et diachroniquement, donc successivement de projets, implique une faculté d'adaptation très importante. Plutôt que d'être dans des sphères qui sont chacune régies par leurs règles. Par exemple, je sais quel est le comportement qui est attendu de moi au bureau, et puis à la maison. Et finalement, ces mondes ne s'interpénètrent pas. Et ma femme sait très bien qu'elle ne m'appelle pas sur mon lieu de travail. Et mon patron ne m'appelle jamais sur mon lieu de travail. Et finalement, mon courrier professionnel, il arrive au boulot, et mon courrier privé, il arrive à la maison. Au lieu d'être dans ces systèmes dans lesquels on peut occuper des positions, donc occuper des statuts et jouer des rôles qui sont relativement figés, au lieu de ça, on est sommé finalement d'être en adaptation constante. Puisque la question centrale, c'est la question de l'articulation. L'articulation entre différents domaines dans lesquels on est impliqué, l'articulation successive entre différents projets. Le rythme, c'est le rythme du temps réel. Rien n'est plus fascinant que de voir se développer cette logique du temps réel, jusque dans la justice, par exemple, où on a un discours managérial, par exemple, sur la nécessité pour la justice d'adapter en temps réel son offre de justice à la demande de la société ou aux réalités du terrain. Une justice qui a été pensée pendant au moins 2 siècles comme la gardienne d'un ordre immuable, de la justice en tant que telle, c'est-à-dire pas du tout quelque chose qui s'adapte à l'ère du temps, mais exactement le contraire, quelque chose qui maintient un ensemble de règles et donc de limites en place contre les aléas de la vie, contre la fluctuation de la société, etc. La souplesse est donc une nécessité et la versatilité une vertu. On serait dans ce qu'on a appelé plutôt la posture, plutôt que le statut. Alors, est-ce que ça veut dire que nous sommes dans un monde mobilitaire ? Mon Dieu, on ne va évidemment pas jusque-là, surtout pas. Les représentations sociales dont on parle ici et les normes ne sont pas les pratiques, bien entendu. Par ailleurs, l'idéal mobilitaire n'est pas sans concurrence. On a mentionné brièvement tout à l'heure la crispation sur les frontières et la crispation sur les questions d'identité sexuelle, comme des exemples de cas dans lesquels on voit que des systèmes fondés sur des divisions très claires et des frontières et des permanences, ces représentations gardent une vigueur et ces normes gardent une vigueur tout à fait certaine. Par ailleurs, il ne faut pas oublier qu'un idéal s'offre à de multiples usages et instrumentalisations. Par exemple, on peut imaginer la frustration du mobile non reconnu. Quand on parle aujourd'hui de grands mobiles, par exemple, il y a effectivement une aura positive autour de ça. Si vous dites le mois passé, j'ai été en colloque à San Francisco, tout le monde fait ah, c'est vraiment super, il a été à San Francisco. Il y a des choses plus pénibles d'aller en colloque à San Francisco, mais par exemple, vous, en portant ce récit-là, vous pouvez vous parer du prestige de la mobilité, alors que finalement, vous avez pris un avion, puis vous avez pris un avion dans l'autre sens, vous avez un peu de décalage horaire, mais à côté de la personne qui fait tous les jours 1h30 de bus dans chaque sens pour aller faire un mi-temps de réassort dans un carrefour, finalement, qui est le mobile ? Celui qui vit la mobilité de manière pénible, c'est évidemment le type qui va bosser chez Carrefour. Et lui, on lui dit, mais on ne va pas commencer à te reconnaître, tu ne fais rien d'exceptionnel. C'est bien la moindre des choses que de faire 1h30 pour aller employer un job de merde dans la grande distribution. Ce qu'il y a derrière ça, évidemment, c'est la capacité de reconnaissance. Par exemple, un truc qui est assez frappant, c'est que quand on prend la question du temps pour repérer les grands mobiles, on se rend compte que plein de mères au foyer sont en fait des grandes mobiles. Parce qu'a priori, le critère, c'est 2 heures de trajet par jour. Or, 2 heures de trajet par jour, quand on doit conduire en moyenne, quand on doit conduire les enfants à leurs activités, etc., on y est vite. Et donc, on se rend vite compte que des gens qui sont finalement fortement mobiles, en tout cas à leur échelle,
ne sont pas reconnus comme tels. Et donc, ce qu'il y a aussi autour de cet enjeu-ci du mobilitaire et d'une norme liée à l'idéal mobilitaire, c'est la capacité à produire du signe et donc à se mettre en scène comme un mobile. C'est-à-dire qu'on ne dit pas à son patron qu'on ne veut pas changer de poste. On essaye de dire qu'on est prêt à aller n'importe où, quel qu'en soit le coût, tout en priant pour qu'il n'y ait aucune opportunité. Quand j'ai eu terminé ma thèse, on m'a dit super, il faudrait que tu ailles faire un postdoc à l'étranger. J'avais 2 enfants en bas âge, et donc il n'en était pas question. Et on voit bien dans le monde universitaire la pression au déplacement, et on voit bien que finalement ceux qui nous parlent de la nécessité d'aller voir le monde sont des gens qui étaient premiers assistants à 28 ans et professeurs au cadre à 30 ans, et qui aujourd'hui nous expliquent qu'il faut parcourir le monde. Ce qu'il y a derrière ça aussi, évidemment, c'est la capacité à se mettre en scène comme mobile ou à aussi masquer ses immobilités. Je parlais tout à l'heure de la stigmatisation du chômeur comme immobile, en fait du chômeur comme inactif. Il est assez frappant de voir que, par exemple, le rentier n'est jamais l'objet, ou quasiment jamais l'objet, de stigmatisation pour son immobilité. Donc, la question, finalement, n'est pas simplement de savoir si on bouge beaucoup ou si on ne bouge pas beaucoup. La question aussi, c'est de savoir quels sont les jeux et les stratégies qui sont développées dans cet univers de sens-là pour donner des signes de mobilité ou pour cacher des immobilités. Alors, une des vertus, nous semble-t-il, de ce modèle-là, c'est d'ouvrir à la recherche de ces signes de rapport à la mobilité dans divers domaines. Moi, j'ai travaillé sur le management de la justice, sur les modes alternatifs de résolution des conflits. Je suis revenu dans un texte sur mes premières amours, la médiation pénale, pour la réanalyser à la lumière de ceci. Se développe aussi tout un courant de réflexion sur les géographies carcérales et j'ai travaillé sur notamment la surveillance électronique comme dispositif très intéressant pour créer du carcéral mobile. Mais on peut aussi explorer, à mon sens, les questions de genre, les questions de mobilité résidentielle, la famille, les systèmes étatiques, etc. Maintenant, voilà, il reste plein à explorer et je serai heureux d'entendre vos objections, remarques, questions, etc. Je pense que de toute façon, il faut sortir de l'idée qu'on aurait inventé la mobilité au-delà du terme de mobilité ou de sortir de l'idée que notre mobilité fait suite à une immobilité. Et je pense que si on veut comprendre le rapport actuel à la mobilité, il faut revenir à la question des représentations, interroger notre rapport aux espaces-temps et intégrer la question des normes sociales. Ce qui me semble assez peu fait dans le cadre des études de mobilité en général, qui viennent en grande partie de la géographie, alors que la sociologie, pourtant, n'était pas la dernière à s'être intéressée notamment à la question de la mobilité sociale. Je vous remercie. 57 minutes.